Bienvenue à tous, c'est Investixam, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est avec Mathis, un élève de première au lycée La Pérouse à Albi. Bonjour. Et on est avec monsieur Roland Gilles, donc je vais vous laisser vous présenter, vous le ferez mieux que moi. Bonjour Théo, Bonjour Mathis. Bonjour. Roland Gilles, je suis maire adjoint d'Albi, natif du Tarn, ancien du lycée La Pérouse, où nous nous sommes rencontrés tous les trois. Maire adjoint d'Albi, donc en charge des finances, et je suis vice-président de l'agglomération du Grand Albigeois, également en charge du développement économique, de l'enseignement supérieur de la recherche et puis des financements extérieurs. Et vous avez aussi... je suis aussi candidat pour les élections législatives sur la première circonscription du Tarn, sur laquelle se trouve mon village natal, La Fenasse, près de Réalmont. Bon bah c'est génial. Et vous avez aussi été dans le passé un rôle un peu plus important au niveau de la France ? Alors, je n'ai pas un rôle moins important aujourd'hui, Théo. Bien sûr. Parce qu'un maire adjoint s'occupe des problèmes. Oui, bien sûr, mais tu as raison. J'ai été, après Saint-Cyr, officier de gendarmerie, 35 ans sous l'uniforme. J'ai exercé tous les commandements que l'on peut imaginer au sein de la gendarmerie. Et j'ai eu l'honneur d'être au bout de mon parcours de gendarme. Je suis général d'armée, 5 étoiles sur les manches, ça c'est pour l'image. Et j'ai été le patron des 100 000 gendarmes français. Ensuite, j'ai été ambassadeur de France à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, quelques années après la fin de cette guerre terrible qui a ponctué l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. D'accord. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'un conflit que nous avons tous entendu parler dernièrement, c'est l'Ukraine et la Russie. Donc je vais essayer un peu de vous mettre en relation pour voir ton point de vue, Mathis, en tant que jeune, ce que tu as pu voir à travers, par exemple, les réseaux sociaux, les articles. Tu lis quel style d'article, toi, plutôt sur les réseaux sociaux ou papier ? Moi, je suis plutôt papier ou alors journaux numériques. Ouais. J'aime bien le 1, je les ai tous pris avec moi. Et puis sinon, je suis l'actualité télé, comme beaucoup de gens, je pense. Ok, bah alors juste avant d'enchaîner sur ce sujet, j'ai vu que tu parles de journaux papier et tout ça. Au niveau des informations, est-ce que toi t'arrives, c'est vrai qu'il y a le phénomène de la fake news, vous en avez entendu parler, ouais, avec tout ça sur les conflits et tout ça. Est-ce que toi t'arrives à différencier ou tu vérifies pas tes sources, ou au contraire toi tu fais attention à ce que tu... En fait, je pars du principe que les journaux comme le 1 sont des journaux fiables et que il y a des gens dont le métier est justement de faire attention à ce que l'information soit juste et vérifiée. Donc je fais plutôt confiance aux journaux papier. Après, c'est vrai que sur Internet, il faut quand même se méfier, mais avec un esprit critique, je pense quand même qu'on peut vite se rendre compte quand une vidéo est truquée ou quand elle est juste. Globalement, non, ça va, je me perds pas trop dans les nouvelles. Et est-ce que vous, monsieur Roland Gilles, durant votre carrière, vous avez eu affaire à des fake news dont vous connaissiez la vérité, mais l'opinion publique, elle, n'avait pas réellement le vrai... Oui, dans ma carrière, oui. Et puis, nous sommes tous témoins, je rejoins volontiers Mathis dans son observation, nous sommes tous témoins de ces désinformations, de ces informations fausses, de l'exploitation qui en est faite. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est que les médias un petit peu traditionnels nous sensibilisent sur ces fake news, sur l'exploitation, sur le mécanisme qui consiste à créer la fake news et sur l'exploitation politique. Oui, bien sûr, j'en ai été témoin, mais nous avons là avec ce conflit, cette guerre, c'est une guerre, c'est plus qu'un conflit, c'est une guerre terrible. Nous avons des exemples très précis de ces exploitations de fausses informations avec des vidéos truquées ou sorties de leur contexte, voilà, bien évidemment. Et nous devons être prémunis contre cette exploitation, bien sûr. Mais en plus, c'est dénoncé. Il y a une journaliste russe qui est passée en plein plateau pour dénoncer ces fake news. Elle disait de ne pas croire ce qui se passait sur la chaîne. Et ça prouve bien que des deux côtés, que ça soit de la Russie ou de l'Ukraine, ils essayent un peu de déstabiliser parce qu'un des acteurs importants, c'est aussi l'opinion publique, je pense. C'est vrai ou... Mais tout à fait. Et cette journaliste, d'ailleurs, saluons ensemble son courage. Elle est courageuse. C'est un métier fort que celui de journaliste témoignant de cette manière-là. Elle sait très bien ce qu'elle risque. Et son histoire n'est pas finie, malheureusement. Elle a disparu, je crois. Depuis qu'elle a été arrêtée. On a perdu... on ne sait pas où est-ce qu'elle est enfermée. Cette information a été libérée, mais elle a été libérée après une première interpellation. Mais bien sûr qu'il y a eu une suite. Alors, oui. Cette désinformation existe. Moi, je peux témoigner à titre personnel parce que ma belle-fille est russe. D'accord. Ses parents habitent sur la Volga, à 1000 km au sud-est de Moscou. Et à travers elle, j'ai au quotidien les informations sur la manière dont ils perçoivent, dont ils reçoivent l'information et dont
à travers elles, ils interprètent le sens des choses. Bien sûr qu'il y a une désinformation énorme de la part du pouvoir russe, instrumentalisée bien sûr par Vladimir Poutine et ses responsables. Ce qui amène même dans les rapports au sein d'une famille, une fille à faire attention, au-delà des frontières, à ce qu'elle dit à son propre père et à sa propre mère. On va jusque-là. Donc oui, une désinformation qui est complètement instrumentalisée en Russie. À nous également de rechercher l'information la plus objective. Et il y a des points très précis sur le thème. Je donne un exemple. Sur les indications qui ont été données exploitant les propos de Vladimir Poutine, il y a des nazis en Ukraine. Oui. On a vu des reportages qui sont intéressants, qui recherchent l'objectivité de notre côté, côté occidental, de la part des chaînes françaises. Des reportages intéressants qui veulent chercher l'objectivité, qui nous citent des exemples très précis, qui relativisent les choses. C'est bien. Il nous faut savoir écouter aussi ce qui se dit et rechercher l'information la plus objective pour savoir ce qui motive la position du pouvoir russe sur ce sujet. Et il nous faut aller chercher, il faut prendre du recul et aller chercher dans l'histoire ce qui peut et dans l'actualité bien sûr ce qui peut motiver une telle prise de position. Il ne faut pas manquer d'observer, à ce titre, que si la population ukrainienne a voté pour un pouvoir démocratique, dans son immense majorité, oui, il y a des unités qui sont des sortes de paramilitaires en Ukraine, notamment le régiment Azov, qui est un régiment formé de gens d'extrême droite, de garçons d'extrême droite, et qui vont combattre contre les Russes, et dont la démarche générale est à droite, hein, ça veut dire très, très, très marqué politiquement. Il nous faut rechercher cette objectivité-là. Ok. Par rapport aux fake news, j'ai une dernière question. Je vais vous demander à vous, est-ce que vous en pensez Est-ce que il y a un des points importants quand on est en dictature, il y a 3 grandes règles, ce que j'ai vu en cours personnellement. Il y a le contrôle des médias. Est-ce que pour vous, Vladimir Poutine, il contrôle totalement les médias en Russie ? Oui et non. Oui, majoritairement, bien sûr. Et je reprends le témoignage qui m'est personnel, à travers ma belle-fille et ses parents. La télévision dont disposent les gens dans la Russie profonde, qui ne sont pas connectés tous les jours sur Internet, la télévision dicte, bien sûr, un message totalement contrôlé. Totalement contrôlé. Il n'y a pas de guerre. On va libérer les frères dans une opération de sécurité presque de sauvetage. Bien sûr, elle est contrôlée. Mais ce qui n'est pas contrôlé, et on le voit bien avec les mouvements d'opposition, 4500 arrestations dimanche dernier dans les rues de différentes villes russes, ça veut dire qu'il y a quand même, et heureusement, une information qui transpire, qui arrive quand même, quels que soient les moyens, qui arrive. Et d'ailleurs, ne serait-ce que par les belligérants en présence, hein, on a des témoignages très précis selon lesquels les soldats ukrainiens capturant des soldats russes prisonniers leur donnent leur téléphone. Tiens, téléphone à ton père et à ta mère là-bas au fond de la Russie, et puis dis-leur ce qui se passe ici. Et dis-leur que tu es prisonnier, et dis-leur ce que tu fais ici, raconte-leur. Et les soldats russes prennent le téléphone. Allô papa, allô maman, là-bas au fond de la Russie. Je ne comprends pas ce que je fais ici. Parce que, qui plus est, entre Ukrainiens, j'ai été en Ukraine, j'étais en Géorgie, entre Ukrainiens et Russes, il y a une grande capillarité, il y a des liens de famille qui sont précis, qui sont hérités de l'histoire. Et donc l'information arrive, comme pour répondre à ta question, l'information arrive quand même à passer, ce qui motive ces actes courageux d'opposition de Russes dans les villes russes. Voilà. D'ailleurs, on va aider à cela. Il nous faut aider à cela, bien sûr. On reviendra tout à l'heure, peut-être, tu vas me poser la question de l'hypothèse de la suite. Qu'est-ce qui peut se passer par la suite, plus tard? Je reviendrai là-dessus.